Alors, on va attendre Marina de l'Instagram Le Poké qui me rejoint ce soir. On va prendre le temps que tout le monde arrive tranquillement. Alors, je vois Marina. Hop. Je- J'espère que tout le monde va bien. Salut! Salut, Coucou! ça va? Oui, je t'entends bien. Tout Ouais. va bien. Alors attends, moi j'ai un petit bug parce que du coup je vois rien du tout. J'ai un message qui s'est affiché. Ah, je sais pas, je vois plus du tout. Je sais pas si tu m'entends. Je t'entends et je te vois, moi. Ok, bah moi je te vois Tu pas. sais que... Ah oui, mince. Hop. Alors, je vais essayer de te rajouter. Tchoup. Voilà. Comme ça laisse le temps aux gens d'arriver. C'est très bien. Voilà, donc tout le monde arrive tranquillement. C'est chouette. On va commencer d'ici 5 minutes, quelque chose comme ça. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant le live. C'est vraiment au fur et à mesure au niveau des questions. Donc, allez-y à fond. Marina est hyper disponible. Enfin, elle est très chouette, vous allez voir. Alors, je crois qu'il y a un tout petit bug de son côté. J'ai envoyé une demande. Alors, moi, j'ai juste en attente. Donc, je vais fermer. Hop. Envoyer une demande à nouveau. Voilà. Ok. Voilà. Est-ce que ça marche? Là c'est bon, ça marche de mon côté. Ok. On va y Bon, arriver. ben, super. Moi, de toute façon, en général, je commence au bout de 5 minutes, tu sais, le temps que tout le monde se connecte. Là, il y a quelques personnes qui sont en train de se connecter. Donc, comment tu vas? Bah écoute, ça va bien et toi? Oui, ça va bien. Je suis contente de te recevoir ce soir. Bah, je suis contente d'être là aussi. Et du coup, je vais en profiter pour présenter un petit peu Pitchmaster Psycho le temps que tout le monde arrive. Donc, en fait, c'est un projet que j'ai lancé il y a un mois environ, qui en fait permet de recevoir des intervenants comme toi, qui sont soit des étudiants, soit des psychologues, et qui en fait sont passés par des masters de psychologie et peuvent ainsi partager leur expérience du coup de master d'étudiants et de psychologues justement avec les étudiants qui, comme moi il y a 2 ans, étaient très en panique et ne savaient pas où aller chercher les informations. Et voilà, moi j'avais vraiment une envie de faire quelque chose de très interactif, d'où les lives. Donc voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, vraiment toutes les personnes qui nous regardent, posez vos questions. Il n'y a aucune question bête. Voilà, on va y répondre tranquillement. Bah, c'est chouette en tout cas ce que tu lances, parce que c'est ce que je t'avais dit. Moi j'aurais bien aimé avoir ça aussi quand j'étais en études. Ouais, C'est cool. ouais, c'est ça. Moi je pense oui que ça servira au plus grand nombre et puis voilà. Puis ça fait du bien aussi de voir justement que les parcours sont pas linéaires comme on pourrait croire. En fait, c'est aussi beaucoup de choix, parfois des douleurs pendant les parcours et puis on se remet en selle et on y retourne parce qu'on est motivé. Et c'est aussi ça en fait le message que je souhaite passer à travers Pitchmaster Psycho. Hmm. C'est ça, et on passe tous par des phases un peu de doute aussi, où on a envie d'arrêter parce qu'on en a marre. Et Ouais, voilà, c'est important. complètement. Hmm. Bon, bah écoute, on va commencer tranquillement. Alors, est-ce que tu veux te présenter un petit peu ton parcours et parle-nous de ton nom aussi, Mon le nom, Poké. alors Ouais. ça se dit l'époquet. Oui, bah, moi en fait c'est Marina, je tiens le compte l'époquet sur Instagram. Donc l'époquet, juste brièvement, c'est un terme grec. En fait c'est époquet, le vrai terme, qui veut juste dire pas de jugement, pas d'a priori. Donc c'est un terme qui est très très utilisé, en tout cas très connu aussi dans le monde de la sophro, parce que je suis sophrologue. Mais je trouve que c'est un terme qui irait un peu pour tout le monde. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur en tout cas. Euh,
Tu veux que je me présente mon parcours de façon détaillée ou brièvement? Parce que sinon, on est parti là. Bah écoute, ouais, sur 15 bonnes minutes, détaillées, ouais. Ouais, Ok, ouais, c'est d'accord. vraiment intéressant en fait, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Ok, ça Ouais. marche. Et ben alors, c'est parti. Alors, par où commencer? En fait, à la base, moi, j'étais quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de confiance en moi et qui était très, très timide à l'époque. C'est-à-dire que timide maladive, limite. Et en fait, je ne savais pas quoi faire après la troisième. C'est-à-dire que j'ai demandé à redoubler ma troisième pour pouvoir. Voilà, je ne savais pas où aller au lycée. Et j'ai toujours aimé le côté être humain. Depuis toute petite, j'aime écouter les gens, j'aime tout ça. Mais le manque de confiance en moi a fait que dans ma tête, j'étais persuadée que les études supérieures, c'était pas pour moi, que même un bac général n'était pas pour moi. Et comme j'étais timide et que je ne supportais pas ça, je suis allée en hôtellerie. Donc en fait, j'ai fait un bac hôtellerie, donc un bac techno gestion hôtelière plus précisément. Après ça, je suis restée dans la logique, on va dire, même si j'avais toujours ce côté être humain qui à la fois me faisait peur, mais à la fois me fascinait. Je suis quand même restée dans la logique. Donc moi, ce qui m'intéressait le plus en hôtellerie, c'était tout ce qui était cuisine, et plus particulièrement le sucré, même si j'adore le salé aussi. Du coup, je suis partie, j'ai fait un CAP pâtisserie chez les Compagnons du Devoir. Puis après, j'ai fait un CAP chocolaterie, plus chez les Compagnons du Devoir, parce qu'ils ne faisaient pas ça, en tout cas à l'époque, en tout cas, ils ne faisaient pas ça, je ne sais pas actuellement. Et là, c'est là où ça a commencé à être compliqué, c'est-à-dire que j'ai commencé mon année en chocolaterie et j'ai eu harcèlement moral en fait au travail, dépression au travail, tout ce qui va avec, j'ai envie de dire. Donc je suis restée dans l'entreprise jusqu'au jour où bah, j'ai décidé de partir. On m'a aidé à en partir aussi. Ça, je l'explique un peu plus en détail dans un de mes lives, si les gens veulent voir. Oui, ton compte est super, donc vraiment, allez voir le compte Les Pokés, il est très bien. Merci, c'est gentil. Et donc, du coup, à ce moment-là, donc, je vous raconte même pas l'histoire, l'estime de moi à cette époque-là. Du coup, j'ai cherché à faire un travail parce que je suis pas du style à ne rien faire, par contre. Pas que je. Il y a des personnes qui ont besoin de ce temps-là pour prendre du temps pour soi, de ne rien faire professionnellement, entre guillemets. Moi, c'est pas ce que j'avais envie. Du coup, je suis partie tout de suite travailler dans une grande surface de vêtements de sport, magasin de sport. Et je me suis dit, bah, je ne sais pas quoi faire, mais il y a le côté être humain qui m'intéresse beaucoup. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas m'inscrire. À l'époque, c'était pas Parcoursup, c'était. Comment ça s'appelle? Moi, je suis passée par Parcoursup, alors je pourrais pas te dire. Je sais plus quel nom ça avait, en tout cas. Il y avait juste avant Parcoursup. Ouais, Ouais. juste avant Mhm. Parcoursup, ouais. Et je me suis dit, bah, je vais m'inscrire en psycho. Je, je, je savais que j'aimais l'être humain, je savais que j'adore écouter les histoires. On fait pas que ça en psycho, bien sûr. Mais Mhm. j'adorais ça. Les histoires des gens me fascinaient et j'avais déjà ce côté de non-jugement. Enfin, ça m'intéressait. Du coup, je me suis lancée en psycho sans trop savoir ce que ça allait donner. Je partais du principe que j'allais faire juste jusqu'à la L3. Parce que pareil, dans ma tête, j'avais cette idée de je ne saurais pas faire un mémoire, je suis pas. Bon. Donc, Ça fait peur, oui. Le ça master fait peut très vraiment peur. faire peur. Ouais, ça Dans fait l'idée très qu'on peur. en a. C'est ça. Donc, j'ai eu quelques bâtons dans les roues, on va dire, quelques remarques pas très sympas quand je me suis lancée. Mhm. Mais finalement, ça a plutôt bien marché parce que maintenant, moi, voilà, j'ai fait un M1 en clinique. J'expliquerai peut-être un peu après pourquoi j'ai pas continué en clinique. Et après, je suis partie en M1 et en M2, psychologie sociale du travail et des organisations que j'ai eu en 2019. Oui, en 2019. Et à côté de ça, je suis également sophrologue. La sophrologie, pour moi, je suis née dedans, en fait. Je suis tombée dedans quand j'étais petite parce que mon père, plus précisément, est sophrologue depuis très longtemps et tient une école de sophro. Donc, je suis née dedans. C'est-à-dire que quand j'étais petite, on me racontait des histoires le soir, c'était avec toute la philosophie qu'il y a derrière, en fait. C'était pas les histoires de princesses, tu vois. Même si j'adore les Disney. Génial. Et donc voilà, et j'ai commencé à m'y intéresser il y a maintenant plus de 10 ans, un peu plus en profondeur, on va dire. Et je suis officiellement sophrologue depuis 2017, en auto-entreprise depuis 2018. Et je reprends également l'école de sophro, qui est une affaire familiale. À Ouais. côté, à côté de ça, je suis également hypnothérapeute.
depuis peu, donc je suis un bébé, hein, hypnothérapeute. Et T'as passé une certification, c'est ça? ouais, Ou c'est un DU? j'ai passé une certification, je suis retournée dans une autre école d'hypnose sur 2 ans pour après accéder au DU, du coup dans un an et demi. Ok. Et à côté de ça aussi, du coup, je m'intéresse énormément à l'addiction. Pour moi, c'est vraiment le domaine où c'est mon gros projet professionnel pour plus tard, c'est de travailler en addictologie. Donc j'avais déjà fait 1 an et demi de stage en post-cure. Je fais partie d'une association aussi actuellement où j'anime les groupes de parole et j'ai validé mon DU en addictologie l'année dernière. Voilà. C'est super. Tu as plein de cordes à ton arc et je trouve qu'il y a une belle cohérence en fait dans ton parcours. Mm, mm. C'est vraiment chouette et enfin, je trouve aussi ce que ça peut montrer aux futurs étudiants de master, c'est que au-delà des masters, c'est aussi en fait des formations qu'on continue justement de tout au long de sa vie professionnelle, qu'on continue de faire pour alimenter ses pratiques, sa vision aussi des choses. Et j'imagine aussi en fonction des patients que tu as pu rencontrer en fait. Mm, mm. En fonction des personnes que tu rencontres, ça t'amène aussi à te former à des problématiques différentes et Bah, c'est ça, sachant que moi, ma voie de cœur de base, c'est la clinique. Donc même si j'ai le titre psychologue avec, en fait, il n'y a qu'un seul titre, c'est psychologue, puis après, tu as la spécialité, donc moi, du coup, social et du travail, qui est aussi, c'était la deuxième matière que je préférais, hein, donc j'aime ça aussi. Mais en tout cas, le titre, mine de rien, me permet d'accéder à différentes formations, qui fait que je peux ouais. revenir dans la voie clinique, tout doucement. Hmm. C'est ça. Et du coup, si on revient précisément donc au master, toi, quand tu étais en L3, ça s'est passé comment? Alors Comment moi, tu t'es dit que tu allais postuler? ouais, alors moi, la sélection, je faisais entre le M1 et le M2 à l'époque. J'ai Oui, pas, c'est vrai. j'ai pas eu la Mm, mm. sélection en L3. Entre le M1 et le M2, ouais, ça s'est fait comment? Même avant, parce qu'en fait, tu as fait clinique et ensuite tu as bifurqué en social. Ouais, alors Mm. moi, la clinique, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est peut-être bateau de dire ça, mais même depuis toute petite, je suis un peu fascinée par le côté sombre, on va dire. Voilà, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai. Ah, J'aime vraiment c'est comprendre. vraiment Mm, Comment? mm. J'ai pas entendu. Le côté sombre des personnes, en fait, qu'on a aussi tous, hein, on a tous une part sombre en nous et C'est ça. C'est ça. qu'on le veuille ou non. C'est ça. Et puis moi, c'est vraiment le côté, la compréhension. J'adore essayer de comprendre les personnes et d'entendre leur histoire. Enfin, je sais pas, ça me fascine déjà de considérer l'autre comme un être humain. Pour moi, c'est primordial. Et de l'écouter, bah, ouais, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Et du coup, je savais dès le début que je voulais aller en clinique. En L1, c'est vraiment une L1. La L1, c'est vraiment très général. Ils nous expliquent les différentes filières. Et dès cette L1-là, c'était la clinique et la sociale, c'était les deux que je préférais. Parce que la sociale, ce qui est génial aussi, c'est que vraiment c'est l'étude des comportements des êtres humains dans la société. Et ça, j'adore. Ça, j'adore aussi. Mm. Et toi, tu as fait ta licence à quel endroit? Dans quelle fac? Moi, j'ai tout fait à l'Université de Bourgogne à Dijon. Tout, du début jusqu'à la fin. Et c'est ma D'accord. région aussi. Hein. Je suis de Dijon, Mm. donc c'était plus C'est simple ça. pour moi. Ouais, j'avais un travail à côté. C'était beaucoup plus simple pour moi, en tout cas. Du coup, quand je suis arrivée en M1, bah, on avait une réunion générale et à ce moment-là, bah, après la réunion générale, on devait se rendre dans le cours qui nous intéressait le plus pour le M1, quoi. Donc, je Mm. suis allée en clinique, j'ai adoré. Malheureusement, on va dire, en tout cas dans ma fac et à ce moment-là, je ne sais pas si c'est comme ça maintenant, mais la partie clinique voulait absolument les meilleurs de la promo. Et moi, j'avais 12,5 de moyenne, en fait. Oui, j'allais dire donc se baser sur les notes C'est ça. directement. En tout cas, moi, c'était ça à l'époque. Et pour te dire, j'avais dans les 15-16 de moyenne en clinique, en social. Par contre, l'anglais, ça me faisait bien baisser ma note. Les statistiques, ça me faisait baisser ma note. Et je ne suis pas très fan du développement, moi. Psychodéveloppement, j'ai un peu du mal. Mm. Du coup, j'avais la moyenne, mais ce qui m'a fait chuter, en fait, à 12,5. Et à ce moment-là, il y avait un secrétaire, le secrétaire qui s'occupait des masters, qui m'a donné un conseil. Et pour la première fois, je sentais que le conseil était vraiment bienveillant. Pas comme ceux que j'avais pu avoir en entrant en L1. Et là, c'était vraiment bienveillant. Et au fond de moi, je sentais qu'il avait raison. Du coup, il m'a dit, bah voilà, avec 12,5, même si tu as les capacités d'être psychologue clinicienne et que ça se sent, les notes ne feront que tu passeras pas. Et du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit, bah
tant qu'à faire, le titre reste le même au final, entre guillemets. Et je vais aller bifurquer, je vais aller redoubler, donc je n'ai pas rendu mon mémoire, et je vais aller redoubler en social, qui est l'autre matière que j'aime. Et là, en fait, en social, en tout cas dans ma fac toujours et toujours à l'époque, Mm. ils cherchaient une personnalité. Ils ne cherchaient pas les meilleurs. C'est-à-dire qu'on avait un grand entretien avant de rentrer en M2. On expliquait notre parcours, on expliquait notre vision des choses, et je sais qu'ils ont beaucoup apprécié mon parcours atypique. Et quand je suis sortie de l'entretien entre le M1 et le M2, tu vois, je savais que j'étais prise et que je savais que j'étais prise dans la liste. Je le sentais, quoi. Principal. Ouais, je le sentais. Et ça a été le cas. Donc, en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'effectivement, il y a des masters qui recrutent en fonction des notes parce qu'ils recherchent un niveau. Et il y en a d'autres qui recrutent par rapport, en fait, à notre projet professionnel, au parcours, à notre motivation. Alors, Donc, c'est oui, en important fait, de se renseigner aussi là-dessus. c'est Ouais, important de se renseigner. Moi, je me suis renseignée auprès des masters sociaux, social. ouais, Je me suis beaucoup renseignée à ce niveau-là. Et après, je pense pas que ce soit toutes les facs comme ça. Hein. C'est peut-être. Puis peut-être qu'il y a c'est des ça. changé. Hein. Je veux pas non plus dire. Hmm. Attention, Je pense que ça dépend énormément déjà de la fac en elle-même parce que les parcours se mettent d'accord aussi sur les recrutements et aussi à l'intérieur des parcours eux-mêmes. ouais. Je vois que dans ma fac, par exemple, il y a des parcours qui recrutent sur dossier et comment dire, sur entretien et d'autres où c'est juste sur dossier, alors qu'on est dans la même fac. Donc c'est important, voilà, que chaque étudiant en fait se renseigne là-dessus. Mm. Mm. Ouais, En général, on trouve quand même ces infos-là sur les sites universitaires. Ça reste écrit s'il y a entretien ou pas. Donc, on peut déjà se préparer. Et c'est vrai que moi, la question que je me pose, c'est est-ce que s'il y a entretien, finalement, est-ce que ce serait pas moins basé sur les notes et peut-être plus sur les dossiers? Je sais pas. Je pense que ça dépend aussi de chaque. bah, ça dépend ça dépend aussi de l'entretien qu'il y a derrière. Si c'est un entretien au niveau en fonction des notes, des recherches qu'ils ont pu faire, tout ça, ou est-ce que moi dans mon entretien c'était vraiment et puis c'est moi qui ai géré l'entretien, c'est-à-dire que en parlant de mon parcours, bah, du coup, ils ont posé des questions sur mon parcours, de comment j'ai pu rebondir à travers ce que j'ai vécu, est-ce que j'ai appris des choses à travers mon parcours également. Je leur ai expliqué bah, voilà, que j'ai utilisé pardon, aussi mes compétences dans mes stages, même mes compétences Hmm. en pâtisserie, tout ça, je les ai utilisées. Donc C'est super. ça leur a Et donné. c'est là où on voit la cohérence en fait de ton parcours et c'est motivant. Ouais, on se dit qu'en fait, c'est quelqu'un de motivé dans ces moments-là et tu C'est sais ça. pourquoi tu fais les choses et tu trouves oui, une certaine cohérence en fait. Mhm. C'est ça, et puis j'ai aucun mal à. En fait, j'ai fait un gros travail sur moi, ce qui fait que je n'ai plus du tout de mal à parler de mon harcèlement moral et de la dépression que j'ai pu avoir au travail. Ce qui fait que du coup, c'est ce qu'ils m'ont dit en tout cas, ça me rend légitime aussi d'être en psycho du travail, parce que Ouais. je serais peut-être amenée à voir et à rencontrer des personnes qui vivent ça, sans pour autant qu'on vive la même situation, parce que chaque personne vit sa situation de sa façon, mais ça n'empêche que j'ai une autre approche. Là, tu vois, actuellement, c'est vrai que dans ma présentation, j'ai pas dit où je travaillais actuellement. J'ai juste dit mon parcours. Mais actuellement, j'ai un des boulots que je travaille à l'éducation nationale. Et dans l'éducation nationale, donc je suis psychologue de l'éducation nationale et j'interviens auprès d'un collège et d'un lycée. Et ce qui est très drôle, c'est que le lycée dans lequel j'interviens, c'est que c'est un lycée professionnel en hôtellerie. Ce qui fait Ah, que comme par hasard. voilà, ce qui fait que ce que vivent les élèves actuellement, je suis passée par ces questions-là. Là, par exemple, j'ai une jeune qui est venue, qui fait un bac hôtellerie et qui veut aller en CAP pâtisserie après. Forcément, ça me parle. Ouais. Donc c'est assez cool parce que du coup, voilà, je mets pas trop de barrières à ce niveau-là, c'est-à-dire que je leur explique mon parcours et Hmm. ça leur parle et du coup, ils sont Ça contents. doit les rassurer aussi. De se dire, ah, c'est bien, la psy, elle n'est pas complètement déconnectée de ma réalité. Donc, c'est chouette. Et tu fais quoi d'autre? Tu es dans quelle autre institution? Alors, donc je suis en tant que psychologue de l'éducation nationale, du coup, à l'éducation nationale. Je suis dans un dispositif de formation qualifiante pour adultes où eux, en fait, ma mission, ils m'envoient dans les garanties jeunes. Alors, je sais pas si tu connais les garanties jeunes. Au cas Tu où, peux expliquer un peu plus. Ouais, au ouais. cas où, Garantie Jeunes, c'est un dispositif de la mission locale et qui accueille des jeunes de 16 à 25 ans qui sont ni en emploi ni en formation, qui n'ont pas forcément d'aide financière des parents, par exemple,
Et il les accompagne pendant 1 an avec à peu près 1 mois d'atelier en collectif et après dans les stages, dans la recherche d'emploi, tout ça. Et moi, ma mission donc, de mon employeur, c'est de m'envoyer dans les garanties jeunes pour animer un atelier sur 2 jours sur la mémoire, l'attention et le lien qu'il y a avec la gestion du stress. Donc ça, c'est mes deux jobs en tant que salarié. À côté de ça, je suis sophrologue du coup à mon compte où j'ai des clients les soirs. Je suis formatrice en sophrologie et je suis adjointe de direction de l'école de sophro. Voilà. Waouh, c'est super. Moi, je trouve ça génial, hein, ce truc-là de triple, quadruple casquette comme ça, parce que j'imagine que, en fait, chaque activité doit t'apporter dans les autres activités. Et c'est d'autant plus riche. Bah, Et puis même pour toi, ça te permet aussi d'avoir une sorte de diversité. Et... déjà, oui, le côté diversité, le côté polyvalence, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je rencontre tellement de différentes personnes et moi, je m'enrichis vraiment à travers les autres. C'est-à-dire, pas dans le sens malsain, mais vraiment dans le sens où je trouve qu'une rencontre entre deux êtres humains, déjà là, tu t'enrichis énormément. Et moi, j'adore ça. C'est-à-dire que j'adore aller à la rencontre des gens, même si j'ai encore ce côté un peu timide, réservé, où c'est en dehors du professionnel, ça va pas forcément être moi qui fais le premier pas. Mais dans le monde professionnel, voilà, je rencontre des gens. Dans l'association où je suis dans les addictions, je rencontre les malades et j'apprends 10 fois plus auprès d'eux. Quand les gens viennent me parler sur Instagram, moi j'adore ça qu'on vienne me parler parce que je découvre d'autres personnes, d'autres façons de voir les choses. Et c'est là où je me rends compte que chaque être humain a vraiment sa façon à lui de voir les choses et je trouve ça génial. Je ne sais pas comment dire autrement et je trouve ça vraiment très, très chouette. En tout cas, je trouve qu'on le ressent bien, justement. Et en fait, moi, ce que j'adore avec ton parcours, hein, que je t'avais déjà dit quand on s'était appelé en off, c'est qu'en fait, justement, je trouve que tu donnes ce truc-là en fait, finalement, qu'importe le master que je fais, en gros, du moment qu'il y a la mention psychologique, que je deviens psychologue, en fait, derrière, tu vas postuler en tant que psychologue un petit peu dans ce que tu veux finalement. Et c'est aussi tes expériences professionnelles de bénévolat, parce que ça, on le répète pas assez, mais en fait, c'est hyper important aussi de s'investir en dehors de l'université pour ouvrir un peu les champs et pour avoir de la pratique, hein. Et parce que je vois beaucoup sur les groupes Facebook d'étudiants justement qui sont en train là de candidater, là ils sont à fond en train de chercher des masters actuellement. Mais si je fais clinique et développement, est-ce que je pourrais quand même travailler dans un autre domaine? Bah oui, en fait. C'est ça. Et c'est ce que tu montres et je trouve que ça va faire du bien. Je pense vraiment que ça va faire du bien aux étudiants aussi. En fait, tu peux. Alors moi, je pense aussi qu'il faut quand même un minimum de se former aussi. Par exemple, je me verrais pas tout de suite, en tout cas, travailler en hôpital, par exemple, ou autre, parce que j'aurais besoin d'un peu plus. Parce qu'il me manque quand même les bases de M2, par exemple. Même si j'ai les bases en clinique avec les mains, on a quand même les bases. Hein, donc après, il me suffit juste à moi de me former. Je pense sincèrement, et ça c'est vraiment ma vision de ma vie, en tout cas c'est comme ça que je m'épanouis, c'est la formation à vie en fait. Je compte me former vraiment tout le temps. J'essaye de faire minimum une formation par an, peu importe la peu importe, ça peut être une petite formation ou alors une grosse formation qui me prend du temps, peu importe, mais au moins en apprendre toujours, toujours un peu plus. Quoi. Ouais, je trouve ça super important ce que tu dis. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser, ok, là ça a été compliqué pendant 5 ans d'études de psycho, après je suis tranquille. Mais non, Non. au contraire en fait. On est toujours là aussi pour apprendre de l'autre et effectivement en étant dans cette démarche-là tout le temps d'apprendre, de se remettre en question, on a aussi besoin de continuer de se former et puis de s'outiller. Parce que l'air de rien, on n'apprend pas forcément des outils concrets. En université, moi, je pense qu'on apprend à penser et à chercher les informations, mais les outils, on les apprend finalement sur le terrain et dans d'autres formations spécifiques. C'est ça. Et moi, je sais qu'on m'a déjà dit plusieurs fois mais tu vas t'arrêter quand pour les formations? Mais en fait, j'ai juste pas envie. J'ai pas envie d'arrêter. Parce que les gens pensent que c'est du travail en plus. Alors oui, c'est du travail en plus. Mais que je m'oblige ça, mais non, en fait, pour moi, c'est tellement important. Mais après, je comprends aussi que des personnes ont envie de faire une pause après leurs 5 ans.
Euh, Moi, je comprends tout à fait. Le fait que j'arrête pas, donc c'est le côté que j'aime ça, mais c'est aussi le côté où j'étais en pâtisserie, chocolaterie, et ça a été très dur de reprendre, de prendre tout court les études supérieures. Pour moi, le rythme a été très très dur à prendre, ce qui fait que j'ai pas forcément envie de m'arrêter, de garder ça. Ouais, c'est ça. Et ce que je trouve chouette aussi, encore une fois, dans ton parcours, c'est, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un bac S, parce que parfois, hein, les conseillers d'orientation peuvent le dire, j'ai eu des retours comme ça, c'est pour ça que j'en parle, pour faire psychologie, en fait. Bah, En fait, c'est un peu une règle d'entonnoir, hein, c'est-à-dire que tout le monde rentre. Je vois, par exemple, dans ma fac, il y a des dispositifs pour les personnes qui, soi-disant, n'ont pas le niveau par rapport à leur formation parce qu'ils viennent de BP ou de CAP, qui en fait vont être dans une année de transition pour faire leur première année en 2 ans, avec un support de tutorat derrière qui sont des profs et des étudiants de master. d'accord, ok. Donc en fait maintenant tout le monde entre guillemets peut rentrer en psychologie, mais peu de monde vont finalement en sortir parce que il y a des contraintes effectivement méthodologiques de stress, hein, parce que c'est une formation quand même qui est relativement compliquée. Et je pense, pour le coup, ça, c'est dans toutes les universités et dans toutes les formations de psychologie, hein. Ah, Mm, mm. il me semble, comme je sais plus ce que j'avais lu, mais en moyenne, il y a 10 ou 15% de personnes qui finissent les 50 de psycho. Et ce que tu Ouais. disais par rapport au conseil d'orientation, alors ça me fait rire parce que maintenant c'est un peu mon métier. Même si maintenant le métier a changé de conseillère d'orientation, maintenant c'est psychologue d'éducation nationale parce ils nous ont rajouté un versant beaucoup plus psy parce qu'ils se sont rendus compte, et je suis très d'accord avec ça, qu'il n'y avait pas que l'orientation dans les lycées, collèges et qu'il fallait un peu plus de psy. Donc du coup le métier a Ouais. changé. Et moi, je me souviens de la conseillère d'orientation du coup que j'ai eue à ma fac quand j'ai voulu m'inscrire parce que j'étais un peu perdue, moi. Hein, je Mm. sors de CAP chocolaterie, j'ai envie de m'inscrire à la fac, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Du coup, j'ai pris rendez-vous et elle m'avait dit, bah, avec votre bac, ça ne sert à rien de vous inscrire, vous ne serez jamais prise. Ok. Bon. Sauf que bah, Mhm. à l'époque, c'était plus facile de rentrer à la fac de psycho parce que tu avais qu'à t'inscrire et tu étais prise direct en fait en fac de psycho. Je ne sais pas comment c'est maintenant. Et à l'époque, quand je dis à l'époque, j'ai l'impression d'être vieille. Mais c'était en 2013 que je me suis inscrite Mhm. à la fac. Donc déjà, il y a eu ce moment-là. Puis après, lors d'un cours, c'est une prof de psychoclinique d'ailleurs, qui bizarrement est devenue une prof que j'adore, que j'adorais en tout Mm. cas. Et elle, toi, premier cours, elle demande à tout le monde, bon, bah, qui c'est qui vient d'un bac S? Et à l'époque, les bacs S, ES existaient encore, hein, parce que maintenant, ça n'existe plus. Donc, Mm. bah, les gens levaient la main, donc voilà, elle disait rien. Deuxième question, c'est qui c'est qui vient d'un bac ES? Donc, il y en a deux, trois qui levaient la main. Bon, elle fait OK, ça passe. Bon. Qui c'est qui vient d'un bac L? Donc, ceux qui levaient la main, elle leur a dit, bah, va falloir travailler quand même parce que c'est pas du tout littéraire. Et ça, c'est vrai, ça, c'est important de. Mm. J'aime bien les petits cœurs d'aliments en ce moment. Type bac ES. Moi aussi, j'étais en bac ES. Mais non, t'es pas vieille, Alima, t'es pas vieille, Je t'inquiète. me sens vieille. Et donc, ça, c'est important de le rappeler parce que la psycho, c'est pas littéraire, hein, comme on pourrait le croire. Hein. Moi, la première, hein, j'y ai cru. Hein. Et après, en fait, cette prof-là a demandé qui c'est qui vient d'un autre bac. Donc, forcément, t'en as qu'une qui lève la main. Voilà. Et elle me demande, donc déjà devant toute la classe, donc c'est toute la classe, c'était les TP, hein, c'était pas les cours magistraux, heureusement, parce que Ok. 600 personnes, voilà. Oui, oui, oui. Et je lui fais, bah voilà, je viens d'un bac hôtellerie. Elle m'a regardé, elle me fait, eh ben ça va être coton, hein, ça va falloir bosser, puis vous inquiétez pas, il y a que 15% de personnes qui s'en sortent. Oh là là. Voilà, elle m'a dit, vous inquiétez pas, il y aura toujours moyen de se réorienter. Ah oui, aucune chance, quoi. Ok. Je D'accord. crois que 6 ans après, parce que vu que j'ai redoublé mon M1, 6 ans après, bah, je fais partie des 15%. Tu vois, je me dis, non, en fait, ça veut rien dire que tu viennes d'hôtellerie ici. Moi, je savais ce que je voulais. Je savais profondément ce que je voulais plus aussi. Et là, actuellement, mais je regrette mais absolument pas, rien que le fait d'être heureuse d'aller au travail comparé à ma période chocolaterie. Mais je peux te dire que je suis contente, je me remercie à ce moment-là de ne pas avoir écouté. Peut-être que ça Hmm. m'a boosté aussi, je sais pas. Mais...
Non, c'est ça. Mais je pense, hein, enfin, effectivement, c'est des propos qui sont très souvent tenus hein, dans les universités. Soit ça te booste justement en mode je vais prouver le contraire, soit ça te démonte complètement. Surtout si finalement ta motivation derrière n'était pas si évidente que ça. C'est ça. Faut vraiment Hmm. faire les choses pour soi, déjà avant tout, et faire les choses pour de bonnes raisons. Et moi, je pense que c'était le cas. Ouais, c'est ça. Et après, comme tu dis, c'est vrai que la psycho, enfin, moi, à l'inverse, je sais pas, je l'ai quand même ressenti comme quelque chose d'assez littéraire. Peut-être parce que je venais d'un bac ES aussi. Et parce qu'en fait, on doit beaucoup synthétiser, écrire. Et peut-être aussi parce que là, depuis 2 ans, je dois écrire un mémoire d'une soixantaine de pages à chaque fois. Et j'ai cette impression-là quand même. Mais le côté scientifique m'a beaucoup étonnée dans les 2, 3 premières années, effectivement. Et les statistiques, j'en pleurais encore l'année dernière en M1 en me disant, bon sang, je vais pas réussir à passer à cause de ça. Bah, tu vois, Et ouais. c'est accroché en fait. Faut Mm, s'accrocher et puis faut pas oser. Non, s'il faut oser, pardon, demander de l'aide. Moi, Oui, je vois, alors je sais pas si elle verra ce live, peut-être, peut-être qu'elle le verra en replay, mais je sais que pour les statistiques, j'ai énormément demandé de l'aide avec la personne avec qui j'étais tout le temps à la fac. On était toutes les deux tout le temps ensemble. Donc, mm, si Julie passe par là, merci encore. Parce que grâce à elle et ses explications, j'ai pu avoir, je crois qu'une fois j'ai dû avoir 20 sur 20, je sais pas comment. Ouais, ouais, ah oui, ah ouais, elle prenait le temps de me réexpliquer. Alors je sais que ça l'aidait aussi du coup de mais elle prenait le temps de m'expliquer, donc je sais que les stats. Et tu vois, c'est quelque chose qui m'a aussi. J'ai pas de mal à demander de l'aide. Et par exemple, pour mon mémoire de Master 2, j'avais des statistiques, moi je ne comprends rien. C'est, honnêtement, ça m'intéresse pas. Donc forcément, voilà. donc ça motive pas Donc, ça me quand motive ça pas du intéresse tout. les gens. Non, pas du tout. Et j'avais demandé de l'aide à un camarade de classe à ce moment-là. Et je l'ai dit pendant ma soutenance. C'est-à-dire que pendant ma soutenance, moi je suis quelqu'un d'assez transparente et j'ai pas honte de dire quand j'y arrive pas. Et pendant ma soutenance, on m'a posé une question au niveau des stats. On m'a dit pourquoi t'as pas fait ça comme calcul, tout ça. Et je les ai regardés droit dans les yeux, je leur ai dit bah, je vais être honnête avec vous, moi pour les stats, j'ai demandé à telle personne de m'aider. Si j'ai pas fait ça, c'est parce que je savais pas faire. Mm. Je savais pas faire et la prof, elle m'a dit, bah, en tout cas, merci pour votre honnêteté. Et c'est une valeur très importante que vous avez d'oser demander de l'aide et de partager vos connaissances avec vos camarades. Voilà. Donc, ils ont beaucoup aimé ça. Ils ont C'est beaucoup sûr. aimé de voir le partage. C'était vraiment, et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, en tout cas dans ma fac. Ceux qui étaient en social, ils avaient beaucoup plus de facilité à s'entraider. On avait des groupes WhatsApp, on s'entraidait beaucoup, on se partageait tout. Et je sais que les personnes qui étaient en clinique dans ma fac, puis les personnes de l'époque, hein, je ne sais pas maintenant, c'était beaucoup de guéguerre, entre guillemets, ils ne s'entraidaient pas. Et du coup, ça a fait une grosse différence parce que nous, tout le monde a réussi, tout le monde a eu. Mm. Les profs étaient contents de nous, ça s'est tout senti, quoi. Tout Ouais. ça s'est senti. Ça, c'est très, très important, hein. C'est vrai que le groupe classe, d'autant plus maintenant, hein, moi qui suis encore en M2, effectivement, le fait d'avoir un groupe WhatsApp, d'avoir le groupe Facebook, on se passe très vite les informations. Ou quand il y en a un qui dit, franchement, j'y comprends rien, je vais laisser tomber. En fait, on va tous sur lui, on lui dit, allez, viens, on s'appelle. Et en fait, on se remotive. C'est ça, c'est Et n'hésitez c'est pas à vous entraider. tellement bien. Mm. N'hésitez pas, et C'est les très, profs, très important. mine de rien, les profs, ils les voient, hein. Le prof, ils arrivent à voir quand la classe s'entraide et tout. Et c'est toujours bien. Ouais. Donc, et ça peut que vous aider l'entraide, parce que même si vous comprenez pas quelque chose, peut-être que vous apporterez autre chose à l'autre personne, en fait. C'est vraiment un... Et je trouve qu'on travaille dans un métier d'humain. Non, c'est pas ça que je veux dire. Un métier avec les humains et même Ouais. autant le faire directement à la fac, en fait. Autant être là Mm. pour les autres, de s'écouter, c'est super C'est ça. important. Et en fait, tu vois, je trouve que la difficulté, c'est que comme maintenant la sélection entre la L3 et le M1, en fait, il y a une sorte de compétition qui se fait inconsciente, mais elle est là, la compétition. Et du coup, arrivé en M1, soit tu gardes ça parce que tu crois que c'est le même fonctionnement, soit à l'inverse, tu arrives à casser ce truc-là et à te dire non, là, faut qu'on s'entraide parce que concrètement, on peut tous sortir avec le diplôme maintenant que la sélection est passée. Je trouve ça génial, moi, d'avoir fait la sélection entre la L3 et la M1 parce que je trouve que la M1 et la M2, ce sont vraiment les deux plus importantes années.
je dirais, dans le parcours. Même si les 3 premières sont importantes, je trouve que les 2 dernières, elles sont plus professionnalisantes. Et c'est dommage de passer la première année à juste être à la recherche de la meilleure note, sans vraiment trop comprendre ce qu'il y a derrière. Et je trouve ça vraiment dommage, donc je trouve ça génial d'avoir fait la sélection entre la L3 et la M1. Ouais. Moi, je sais que là, dans mon parcours, on était les premiers, du coup, à faire cette sélection-là. Et effectivement, enfin, ça se passe bien dans le sens où on est tous à s'entraider et on sait qu'en fait, tous, on va ressortir avec le diplôme. Mais la différence aussi, c'est que le prof, en fait, qui s'occupe du parcours, nous l'a clairement dit. Il fait, bon là, félicitations, vous êtes les 25 à être entrés dans cette formation-là. Vous allez ressortir dans le sens où, si vous avez des notes correctes, vous ressortez avec. Donc là, il n'y a plus aucune compétition entre vous. Donc, entraidez-vous. Et franchement, je m'en souviens encore. Donc, c'est pour dire, ça marque en fait. C'est tout bête, hein, mais les premiers mots aussi qu'on peut nous dire, à l'inverse, en L1, les premiers mots dont je me souviens, c'est un prof qui disait, alors là, vous voyez, vous êtes 400 dans l'amphi, vous regardez votre voisin de droite, voisin de gauche, les deux seront partis. Donc là, j'ai compris que c'était bien en entonnoir. Ouais, Ça fait peur. En L1, c'est pas mal hein, ce qu'ils disent. Hein. Moi, je me souviens, j'avais eu ce genre de discours aussi. Bon, pour le coup, on était plus de 600 dans l'amphi. Mais j'avais eu ce discours-là. J'avais eu bon, le discours de la prof que j'ai dit avant. On avait aussi le discours, alors un peu plus, je sais pas si c'est plus encourageant ou pas. C'était, alors, ne vous inquiétez pas, tout le monde vous dit qu'il n'y a pas de débouché en psy. Il y en a, vous faites économiser de l'argent à l'État. Ok. Alors moi, je suis venue pour des êtres humains, hein, je suis pas venue pour des sous. Mais donc, ça fait très bizarre d'avoir ça en cours. Donc, peut-être qu'il a voulu nous dire que vous inquiétez pas, il y a du boulot. Bon, c'est peut-être pas la façon de le dire. Mais j'ai eu aussi ce discours-là en disant, mais voilà, il va y avoir, il n'y a que 15% là, vous êtes 600, il n'y aura que 15% qui auront le titre. Ouais, c'est ça. En tout cas, pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à poser des questions, hein. C'est vraiment tout au long du live, donc tout ce qui vous passe par la tête. Voilà, Marina est là pour y répondre. Bon, bah, j'essaye, hein. Mais tu vois, je trouve ça chouette en fait, enfin, ce témoignage justement que tu nous apportes en fait, qu'importe ce que tu as fait avant, du moment que tu as cette motivation-là, que tu te donnes aussi les moyens de réussir, en fait, ça peut que marcher. Et quitte à bifurquer, quitte à se réadapter, c'est comme l'idée de l'année de césure entre la L3 et le M1, ça fait peur à beaucoup d'étudiants. Moi, je connais pas mal d'amis qui n'ont même pas tenté le master et qui ont fait une année de césure et qui là ont tenté la sélection en M1 et sont passés mais les doigts dans le nez. Mais parce qu'il y avait aussi une cohérence, le fait de se poser un peu, de réfléchir à son projet pro, de prendre le temps de regarder toutes les formations de psycho qui existent et il y en a tellement. Et encore, je parle qu'en France, mais il y en a environ 200 masters différents. Ah oui? Enfin, en tout cas, des universités, c'est énorme. 200 parcours. Mm. Je savais pas qu'il y en avait autant. Et même de voir aussi que, enfin, comme tu fais, en fait, c'est de se former tout au long de la vie et de se dire, oui, le master, c'est un passage, mais après, je continue aussi à côté, en fait, de faire des choses. C'est Je ça. sais pas si tu faisais d'autres choses en même temps, d'ailleurs, que le master, ou si tu étais que sur le master. Comment tu faisais, toi? Alors pendant le master, alors pendant les années en tout cas, moi j'ai aussi fait du coup la sophro, mais ça c'était particulier entre guillemets parce que je pouvais faire la formation comme je le voulais. Vu que Ouais. c'était l'école, Mais c'est bien. vu que c'était l'école Ouais. de famille, on va dire. Donc, alors ça n'empêche absolument pas que j'ai fait tous les cours, même je les ai fait plusieurs fois même. J'ai fait les épreuves, j'ai fait les petits mémoires qui étaient à rendre. C'est pas parce que c'est une affaire familiale que on donne comme ça. En tout cas, dans notre équipe, c'est pas ça. Mm, Donc j'ai fait comme tous les élèves de la promo tous les élèves que j'ai maintenant. C'est juste qu'au lieu de faire sur un an, bah, je faisais les premières parties en fonction de mes cours à la fac. Donc quand il y avait un premier semestre où je pouvais être disponible le lundi matin, par exemple, et ben j'allais en promo le lundi matin. Quand je pouvais pas, ben, je reprenais après. J'ai vraiment fait un master. mm. C'est l'avantage que j'avais. Donc j'ai eu mon titre de sophro pardon, en 2017. Et donc, à ce moment-là, j'étais quand? J'étais où? Je crois que j'étais en M1 clinique. Mm. Ouais,
Ouais, j'étais dans la main clinique. Après, j'ai pas fait d'autres formations en même temps parce que j'avais un job à côté. Et je pouvais pas. Ouais. Je travaillais en fait Donc, tous tu fais les. des Ouais. choses en même temps que ton master, hein. C'était quand même une organisation, j'imagine, de ton temps pour arriver à faire tout ça. Bah, Hmm. je travaillais, c'est simple, en master, j'avais les cours et le stage, et je travaillais tous les dimanches matins, tous les jours fériés et toutes les vacances, dans une grande Ouais. surface. Grande surface. Ouais. Et du coup, comment tu as fait pour t'organiser? Alors, qu'est-ce que tu donnerais aux étudiants qui travaillent à côté, qui ont aussi leur stage et qui se sentent épuisés? Hmm. D'essayer de dormir. Essayer de dormir, ok. D'essayer Non, de mais c'est dormir. vrai. Non, mais c'est- moi, un conseil aussi que je pourrais donner, que j'ai pas forcément suivi pendant mes études, et je pense que ça m'aurait aidé, c'est alors c'est facile à dire, hein, mais de pas culpabiliser quand on regarde un film le soir. Je sais que combien de fois, quand je regardais un film, je culpabilisais de pas bosser. Il faut savoir qu'on a besoin de pause aussi. Et de toujours manger psycho. Au bout d'un moment, il y Ouais. a un petit pétage de câble, on va dire. Donc, Il vaut prendre le temps de se peu. poser. Voilà, de prendre le temps de se poser, de faire quelque chose qu'on aime. Si c'est scroller sur Instagram, bah, c'est scroller sur Instagram. Alors attention à l'addiction, ça c'est mon autre domaine. Si c'est dessiner, c'est dessiner. En fait, c'est vraiment de prendre conscience que même si on regarde un film, même si on lit un livre, on ne fait pas rien. On prend du temps pour soi et c'est du temps de gagner également pour après. Donc ça, je trouve que c'est important de le rappeler. Euh, moi, Ouais. pour Je la sais première, que, je mobilisais tout le temps. ouais. Moi, je sais qu'avec les étudiants que j'accompagne là, au niveau du tutorat de ma fac à Paris Sorbonne Nord, ou Sorbonne Paris Nord, je sais plus à force le nom, ancien Paris 13. En fait, j'explique qu'il y a une jauge et en fait, il y a au bout d'un moment la jauge, on sent qu'elle va déborder et du coup, c'est d'arriver dans ces moments-là, la faire diminuer effectivement, à moins culpabiliser, à laisser ça de côté et à juste se dire, bah, pour mieux apprendre, en fait, je vais aussi prendre le temps que ça se calme dans ma tête et à ce que ça se range tout seul. C'est Et ça. c'est vrai que, comme tu dis, le sommeil aussi est hyper réparateur. Le sommeil est hyper réparateur et Mm. puis c'est aussi de trouver sa propre méthode de travail. Honnêtement, et ça pour avoir travaillé sur le cerveau aussi, de se dire, allez, tout cet après-midi pendant 4-5 heures, je révise à fond, c'est pas souvent la meilleure idée. Ouais. Surtout après la digestion, tu sais, c'est dur ça. Pendant j'y arrive pas, hein. Et quand tu sais que l'être humain, il n'est pas capable de rester concentré 100% pendant 1 heure, alors de se dire pendant 4 heures, je vais bosser, le cerveau, il aime pas ça. Le cerveau, il aime bien se dire dans tant de temps, il y a une pause. Donc, il y a une méthode qui s'appelle la méthode Pomodoro qui peut servir pour certaines personnes. Je sais pas si tu la connais. Pomodoro, c'est ça le nom? Comment? Pomo- Pomodoro. Pomodoro, ça veut dire tomate en italien. Et en fait, c'est de se caler. En fait, ça s'appelle comme ça parce que c'est un Italien qui a fait cette méthode et qui a utilisé un minuteur en forme de tomate. C'est un minuteur de cuisson. Oui, oui, oui. Ma mère a le même, donc oui, je vois. Mais en fait, cette méthode-là, ça permettait, par exemple, tu te dis pendant 25 minutes, 30 minutes, tu révises à fond. Le réveil va sonner. Là, tu fais 5-10 minutes de pause où tu fais complètement autre chose que tu étais en train de faire. Et ça, tu fais plusieurs fois dans la journée et il a été montré que les personnes travaillaient plus et plus efficacement. Parce qu'en fait, inconsciemment, son inconscient savait que dans 25 minutes, il allait avoir une pause. Alors que de se dire, Mm. je bosse pendant 4 heures, l'inconscient, il ne sait pas quand, quand il va y avoir une pause, il n'aime pas ça. Du coup, les distractions, c'est toujours les bienvenues. Oui, et c'est vrai que ça booste en fait. Ça booste aussi de se dire, bon là j'ai une demi-heure où je suis vraiment à fond, où je laisse mon téléphone aussi. Parce que ça, souvent les personnes ont vraiment toutes les notifs qui se mettent en place. Et ben, le fait de se déconcentrer, même 2 secondes du téléphone, ça prend au moins 20 secondes pour se reconcentrer à nouveau en fait. On Bah, perd un temps considérable. ah oui, oui, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et puis, une autre chose que je pense c'est quelque chose que j'ai suivi moi, mais que j'aurais bien aimé qu'on me dise, c'est que moi-même j'ai les réponses dans les questions, non, j'ai les réponses à mes questions. Donc moi, au fond de moi, je sais ce qui est bon pour moi. Donc là, par exemple, quand on m'a fait des remarques, je savais que je voulais faire ça. Donc peu importe les remarques, j'y suis allée et ça a marché parce que c'est ce que je voulais au fond de moi. Donc si vous avez des petits doutes et que des personnes viennent vous dire des choses qui vous heurtent un peu et vous disent bah non, moi c'est pas comme ça que je le sens, eh bien essayez. Parce que le seul moyen de regretter, c'est de jamais essayer. Au moins, si vous Hmm. essayez que potentiellement ça marche pas, bah vous aurez essayé, vous aurez appris quelque chose. C'est de pas considérer ça comme échec, mais c'est de considérer ça comme apprentissage.
vous aurez appris quelque chose sur vous-même. Ça vous permettra, ça vous donnera l'opportunité de recommencer d'une autre façon et encore meilleure. Mais c'est au moins, c'est d'y aller, c'est de s'écouter pour Mm. écouter les autres. Là, par exemple, quand le secrétaire m'avait donné un avis, là, pour le coup, je l'ai écouté parce qu'au fond de moi, je savais qu'il Ça avait sent. raison. Je Mm. sentis que ce qu'il disait, il avait raison quand même. Donc, je l'ai écouté, mais c'est moi qui ai décidé de l'écouter parce que ouais, je le sentais au fond de moi. Ouais, c'est ça. Et, Mm. ouais, c'est... Et, et du coup, j'aimerais bien aussi qu'on parle, ça on en avait parlé longuement en off, justement de l'idée d'être soi-même. Quand on est psychologue, d'être soi-même. Et c'est vrai que moi j'en parlais, comme je t'avais dit, avec des copines, voilà, de promo, de l'idée justement des tatouages, de l'idée des piercings. Oui, mais on doit être psy, on doit être en chemise. Si tu savais le nombre d'années où j'ai dit ça à des amis qui sont morts de rire, parce que je leur disais, oui, mais j'ai mes tenues de psy. Ils me disaient, mais quoi? Et voilà. Du coup, je voulais qu'on en parle un petit Ouais. peu ensemble parce que je trouve que c'est important aussi pour les étudiants de pouvoir entendre ça. Bah, il n'y a pas de problème. J'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça, hein, en tous les cas. J'en ai beaucoup parlé. J'ai souvent, voilà, on m'a souvent demandé est-ce que ça pose problème pour la psycho, comment ça s'est passé les années fac avec mes tatouages. Alors, il faut savoir que moi, bon, pas tous, mais beaucoup, j'en avais avant de commencer, parce qu'en pâtisserie, la question, elle se posait pas. Et donc, en fait, quand je suis partie en psycho, je les avais déjà. Donc, bah, c'était soit les gens acceptaient, soit les gens acceptaient pas. Je me suis pas posé la question est-ce que je me fais un tatouage? Ils étaient là. Et puis, au point où j'en étais, je veux continuer, hein. Je vais continuer à le faire T'as pendant bien des années. raison. Et, et en fait, alors, il faut savoir que au niveau des patients, ça m'a beaucoup apporté. Au Hmm. niveau des patients, quand j'ai travaillé voilà, en addictologie, beaucoup avaient plus de facilité à venir me parler parce qu'ils me considéraient pardon, comme plus humaine, plus facile d'accès. Ouais, plus humaine parce que je cassais un peu les codes des psys, ils aimaient bien ça. Même dans la vie professionnelle, dans le sens job étudiant, c'était toujours les clients, ça, ils adoraient ça. Là où j'ai eu quelques remarques, c'est du point de vue des professionnels. Donc ça c'est ce que je dis aux gens qui veulent se faire tatouer. Je sais très bien, moi j'adore les tatouages, je ne peux pas dire le contraire. Par contre, il faut savoir les assumer et faut s'attendre à avoir des remarques. C'est-à-dire qu'il faut se blinder. Moi, c'est quelque chose, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais il faut savoir se blinder quand on se fait des tatouages parce que des fois, on a des remarques qui sont très, très méchantes. Moi, Hmm. j'ai un professionnel de santé qui m'a dit un jour, droit dans les yeux, que les personnes tatouées sont des mauvaises personnes. Venant d'un psy, ça m'a fait bizarre parce que je me dis, on est censé être ouvert d'esprit. Ouais. Mais Mon Dieu, les warnings là. c'est ça, alors Ça que, fait alors que ça ne dérangeait pas. Je les ai jamais cachés. C'est-à-dire que, alors quand je vais en entretien d'embauche, je suis habillée classiquement, donc on les voit pas trop, quoique maintenant ils commencent à se voir un peu. Euh, Hmm. Actuellement, avec le masque, je peux te dire que les piercings, du coup, on les voit pas. C'est ça. C'est ça. Mais par contre, à la fin de chaque entretien, je le dis. Je fais voilà, par contre, moi je suis tatouée. Comment ça se passe pour vous? Super. Hmm. Donc après, on me dit, bah, de toute façon, vous pouvez pas les enlever. Et moi, en général, je réponds, mais même si je pouvais, je le ferais pas. Et ça n'a jamais posé de problème pour l'instant. En tout cas, je sais que j'ai des élèves en sophro aussi qui sont venus me dire qu'ils avaient peur de se faire des tatouages et que de me voir, eh ben, ça leur avait donné envie dans le sens de franchir le pas, de dire que ça n'est Hmm. pas parce qu'une personne a des tatouages qu'elle n'est pas professionnelle. Euh, Ouais. je vois quand j'anime les ateliers également, j'ai des jeunes du coup qui posent beaucoup de questions sur les tatouages et moi j'ai pas de problème à répondre. Et ça crée en fait cette confiance. Ça crée la Hmm. discussion, ça crée cette confiance. Donc, Ouais. Moi, donc, comme je te dis, tu sais, la dernière fois, c'est que, par exemple, moi, ce que je ressens, c'est, mais en fait, elle s'assume complètement. Donc, du coup, je peux lui parler de ce que je veux parce que elle est, comment dire, elle est authentique. Donc, elle ne peut que être aussi authentique avec moi. Et en fait, tu vois, c'est ça que je ressentais, que je t'avais dit aussi la dernière fois en off. bah, en fait, Hmm. vraiment, moi je joue beaucoup sur ma personnalité. Ça plaît ou ça plaît pas. Mais c'est-à-dire que je vais rester qui je suis, même si je suis en psycho. Alors, bien sûr, je vais pas non plus. Peut-être des choses que je vais pas Ah, faire. les cafés, oui, on imagine. Voilà, mais je veux dire, j'ai les tatouages, j'aime le doré, j'ai du doré un peu partout, j'adore ça.
Alors peut-être que des fois je mets des leggings un peu bizarres, donc peut-être que quand je vais dans les collèges, je vais pas les mettre, ça d'accord. Mais juste d'être soi-même, parce qu'il y a beaucoup de psys qui existent, et beaucoup dans plein de métiers aussi, hein, d'autres, mais si par contre, il y a personne qui nous ressemble à nous-mêmes. Et d'amener de soi dans sa pratique, je trouve ça génial. Par exemple, donc moi je vais avoir les tatouages, et puis la façon dont je parle, c'est pas une façon, je parle pas d'une façon très recherchée. Moi, des fois, je suis avec Mm. des jeunes et je vais dire, ouais, c'est un truc de ouf. Et je m'en Ouais. fous, en fait. Je parle comme je le veux. Je vais peut-être pas être vulgaire, quoique des fois, je sors Mm. des gros mots sans faire exprès. Oui. Et finalement, ça les fait rire et ça déconse tout le truc, en fait. Donc, c'est pas parce qu'on est psy qu'on est obligé d'avoir un costume, qu'on est obligé de porter un masque, qu'on est obligé de bien parler. Euh, Ouais. c'est juste d'être soi-même parce que je trouve que c'est le rôle qu'on jouera le mieux, de toute façon, c'est le sien, qu'on connaît le mieux. Donc, autant être. Parce que de cacher quelque chose, ça se sent, mine de rien, et ça se voit. Donc, autant Mm. soit. Le métier de psy, il y en a plein, mais il n'y a personne qui peut être comme vous. Donc, autant être un psy qui vous ressemble. Voilà, c'est comme ça que j'essaie C'est de ça. faire. Beau. C'est pour ça que j'essaie Et de c'est aussi casser un cette peu. idée-là. Ouais. C'est aussi cette idée-là, en fait, ça, on nous le dit beaucoup hein, dans la formation où je suis, en fait, vous êtes votre propre outil. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas soin de vous, si vous n'êtes pas authentique avec vous, comment vous voulez prendre soin des autres ou être authentique avec les autres? Comment vous pouvez dire aux patients, aux personnes que vous rencontrez, soyez vous-même, si vous-même, vous ne l'êtes pas? C'est Et ça. en fait, ça avait tellement résonné en moi il y a à peine 2 ans hein, qu'on m'a dit ça. Mais ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, mais oui, mais mes costumes de psy là que j'ai, mais il faut que j'arrête avec ce truc-là. Donc, mais c'est chouette et je trouve que c'est important aussi et ça permet, en revenant un peu plus terre à terre, justement dans la lettre de motivation qu'on va faire pour aller dans les candidatures de master, je trouve ça aussi super important de montrer ce côté authentique Mm. pour aussi se dire que c'est peut-être un mal pour un bien que de se faire finalement refuser par un master parce qu'en fait, bah, de toute façon, ça n'aurait pas convenu. Et c'est difficile à entendre, mais c'est finalement ce qui est le cas, C'est ça. très Et souvent. pareil pour les entretiens. Donc il y a la phase d'aide de motivation avant, mais aussi pendant l'entretien, soyons nous-mêmes également. Ils ont plein d'entretiens dans la journée. Si tout le monde se ressemblait, franchement, c'est pas drôle pour eux. C'est pas drôle pour eux. Et du coup, si tout le monde se ressemble, peut-être que là, c'est les notes qui vont jouer. Alors que si vous arrivez avec votre personnalité, vous savez ce que vous voulez, vous avez... Voilà, moi, je sais que j'ai joué beaucoup sur ça et sur ma personnalité lors de l'entretien et ça a bien marché parce que c'est-à-dire que j'avais beaucoup moi je sais que alors c'est ma façon de faire aussi hein. Moi Ouais, je prépare quasiment rien à l'avance. La seule chose que j'ai préparée à l'avance c'était ma soutenance de mémoire, tu vois. Mais c'est rassurant. ouais, j'ai quand même préparé ma soutenance de mémoire quand même, je l'ai répété, mais l'entretien de Master 2 je ne l'ai absolument pas travaillé. C'est-à-dire que quand je voyais alors ça veut pas dire que c'est ça qu'il faut faire hein, attention. Et parce que moi je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Moi, je prépare jamais mes séances de sophro à l'avance parce que moi, je vis l'instant présent. C'est-à-dire que ça se passe, de toute façon, ça se passe jamais comme on l'a prévu. C'est vrai. Voilà. Oui. Je suis très au feeling. Je suis vraiment très au feeling. Et là, quand je suis allée en entretien, je voyais tous mes camarades de promo qui avaient leurs fiches, qui révisaient, qui travaillaient. Puis moi, j'attendais mon tour. Et on m'a dit, mais t'es pas en train de réviser? Je fais, mais tu veux que je dise quoi? C'est mon parcours. Je connais mon parcours. J'ai pas besoin de le réviser. Et je leur dirai en fait à la façon dont il viendra à ce moment-là, quoi. Mm. Et, et en fait, je suis arrivée Ça. comme ça, sans mes fiches, sans rien. J'ai fait mon petit speech pendant 5 minutes. Et après, j'ai eu plein de questions et j'avais pas peur des questions qu'on me posait. C'est mon parcours. Ouais. Donc, et si ça plaît pas, bah, ça plaît pas, mais j'aurais jamais inventé quoi que ce soit ou essayé de montrer que quelqu'un que je ne suis pas. Mm. Il l'aurait vu, de C'est toute façon, chouette. je n'aurais pas été à l'aise. Donc, moi, voilà, on me pose des questions. Combien de fois, des fois, je dis, excusez-moi, j'ai pas compris votre question. Mais il répète la question. C'est pas grave, on a le droit de pas comprendre une question. On pose une autre question un peu, par exemple des questions, mais alors qu'est-ce qui fait que vous êtes passé de chocolat à psycho qui aurait pu me déstabiliser avant, mais je connais mon parcours, je sais pourquoi j'ai fait psycho. Alors j'avais pas peur de cette question-là. Si j'en parle assez ouvertement, c'est parce que je suis pas attaquable à ce niveau-là. Donc Ouais. j'aurais pu tenter un truc, je serais pas attaquable. Donc j'aurais répondu comme moi je le voulais. Mm. Donc
c'est juste d'être soi et de... Ouais, et de croire en soi aussi, finalement, enfin, j'ai envie de dire en ses rêves, sans partir dans le côté rose, bonbon, machin, mais c'est vraiment ça, hein, parce que, enfin, par exemple, je peux voir, moi, les moments de doute que je peux avoir, que ce soit par rapport aux examens, avec les notes qui tombent, ou en stage, parce que j'ai été déstabilisée à un moment donné, bah, en fait, c'est de se reconnecter aussi à, oui, mais j'ai vraiment envie de faire ça, et c'est normal, en fait, que je fasse des erreurs. J'apprends aussi comme ça. Du moment qu'on se remet en question sur ce qu'on a envie de se remettre en question, en fait, on avance et on, ouais, j'ai envie de dire, on parfait aussi notre pratique, mais dans notre sens à nous, pas dans le sens universel de la chose. C'est ça. Est-ce que tu as envie de nous dire un mot de la fin, quelque chose que tu aimerais dire aux étudiants qui nous regardent? De faire ce qu'ils ont envie de faire. De suivre leur instinct et de s'écouter beaucoup parce que souvent les réponses, elles sont là. Alors, c'est ce qu'on nous apprend en psycho, de dire ça aux patients, mais de le faire aussi pour soi. Les réponses, elles sont là quelque part. Euh, on le sent pas, mais en tout cas, juste de se lancer. Comme je disais tout à l'heure, la meilleure façon de regretter quelque chose, c'est de pas d'essayer. Donc, autant essayer. Au pire des cas, on apprend quelque chose de nous. Au meilleur des cas, on réussit quelque chose. Et on apprend toujours. Donc, ouais, C'est voilà, ça. c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand on m'a fait des critiques, par exemple. C'est, mais non, mais tu... Alors, moi, je l'ai fait intuitivement. Mais voilà, je savais au fond de moi que c'est ça que je voulais. Alors, j'y vais. Mm. Et puis, dans tous les cas, je sais que mon but ultime, mon but ultime, mon projet pro, c'est la dicto. Donc moi, mon projet pro, c'est vraiment d'avoir un cabinet de psychothérapie et d'à côté travailler en addicto et toujours l'école de sophro. Eh ben, ok, je suis passée par la case psychosociale, mais c'est pas grave. Il y a d'autres chemins qui vont m'amener à l'addicto. C'est pas grave. Et c'est très bien C'est parce que ça. ça me donne beaucoup de choses, la psychosociale. Hein. Ça me donne énormément de choses sur le comportement des êtres humains, c'est quand même primordial. On nous apprend aussi à faire des entretiens, on nous apprend aussi à faire tout un tas de choses. Le stress, on connaît bien, le burn-out, on connaît bien. On rencontre aussi des difficultés auprès des personnes. Hein. C'est pas Ouais. l'être humain, c'est le cœur de tout. Donc Mm. n'importe quel master qu'on a, si on veut aller vers un chemin particulier, notre chemin, et ben c'est pas grave, on peut prendre un petit détour. Le principal, c'est de Mm. revenir sur notre chemin nous. C'est ça, c'est vraiment de s'adapter à sa réalité à soi, à la réalité aussi un minimum extérieur. Parce que, enfin voilà, on en revient aussi sur ça, sur mince, j'ai pas été pris, mais en fait, je vais arrêter vu que j'ai pas été pris en master. Bah non, si t'es motivé, tu retentes dans un an et entre-temps, bah tu te Des poses stages, un peu, peut-être faire d'autres expériences, des stages, des services civiques, SVE, service volontaire européen. Il y a tellement de choses en fait en lien avec la psycho et l'humain. bah, c'est ça, Tellement. c'est ça. Mm. Donc, voilà, je C'est pense que super. Ouais. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment un super moment. bah, merci à C'était toi. chouette. C'était Et chouette. du coup, on peut te retrouver alors sur ton Instagram, le poké. Les Les pokés, pokés, les pokés. les- Je me reprendre là, j'ai vu tes yeux. C'était pour voir si tu suivais. c'est gentil, merci. Les pokés avec tiré du 8, ouais. Ouais, Voilà. c'est ça. N'hésitez pas si vous voulez parler, discuter. Je suis toujours dispo, moi, donc avec grand plaisir. C'est super. Ben écoute, merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Bonne soirée à tout le Oui, monde. merci également. Bonne soirée à tout le monde et à toi. Et puis peut-être à bientôt. Oui, à très bientôt. Salut. Au revoir. Salut.